À l'été 1940, les deux forces aériennes les plus puissantes et expérimentées du monde se sont affrontées dans un combat épique qui allait déterminer le cours de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète de la bataille d'Angleterre, le choc des géants entre la Royal Air Force britannique et la Luftwaffe allemande. À l'été 1940, l'attention du monde entier était tournée vers l'Europe et les événements dramatiques qui s'y déroulaient. Les armées dans son moment du Troisième Reich étaient en offensive contre la France, brisant ligne après ligne de défense, et il devenait de plus en plus évident que l'impasse de 1914 ne se répéterait pas. Les pointes de lance blindées allemandes avaient isolé la force expéditionnaire britannique sur les plages de Dunkerque, et, après avoir abandonné tout leur équipement derrière eux, les Britanniques furent évacués de là au début du mois de juin, laissant les Français seuls face à la Wehrmacht, libérant le ciel de toute présence aérienne française pour harceler les chars allemands. La Luftwaffe a mené l'avant-garde de l'avancée rapide de cet été-là, avec ses pilotes vétérans de la guerre civile espagnole, anéantissant des dizaines d'ennemis enfermés dans les cockpits de l'avion de combat le plus moderne et éprouvé du monde à l'époque, le Messerschmitt Bf-109. Voyant son grand allié s'effondrer irrémédiablement sur le continent, le Premier ministre britannique, Winston Churchill, s'est rendu au Parlement de Londres le 18 juin, où il déclara « Ce que le général Weygand a nommé la bataille de France est terminé. Je pense que la bataille d'Angleterre va commencer. » De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. D'elle dépend notre mode de vie britannique et la continuité de notre empire. C'est par chanter trempe. Toute la fureur et la puissance de l'ennemi seront vite dirigées les contre nous. Hitler sait qu'il devra nous vaincre sur cette île où il perdra la guerre. Van de 4 jours plus tard, une délégation française a signé la reddition du pays dans la forêt de Compiègne. À ce moment, un changement majeur du plan stratégique européen s'est produit. L'Allemagne pouvait désormais utiliser tout le territoire du nord de la France pour installer ses bases d'attaque contre le Royaume-Uni, la dernière nation qui défiait encore sa suprématie. Et au point le plus étroit de la Manche, les Allemands n'étaient pas qu'à 30 km des côtes britanniques. Avec sa victoire stupéfiante sur la France et l'expulsion des Anglais du continent européen, Adolf Hitler voyait maintenant, plus que jamais, la possibilité de conclure un accord de paix avec la Grande-Bretagne, une solution qu'il proposait à Londres à plusieurs reprises depuis le début des hostilités, l'année précédente. Hitler se voyait maintenant dans une position de force qu'il jugeait irrésistible et croyait qu'il suffirait de faire pression sur les Britanniques pour qu'ils acceptent d'entamer des pourparlers de paix. Ainsi, son chef d'état-major interarmé, le général Alfred Jodl, présenta un rapport stipulant une ligne de conduite pour mettre fin à la guerre contre l'Angleterre. Et le premier objectif serait d'obtenir la suprématie aérienne sur le sud du pays en détruisant la Royal Air Force britannique. La victoire rapide sur les forces aériennes ennemies au cours des 2 mois précédents avait coûté cher à la Luftwaffe, qui avait perdu environ un tiers de son effectif lors des combats. Mais malgré cela, les pilotes allemands étaient déjà, depuis le 26 juin, en train de lancer des opérations de reconnaissance sur le territoire britannique, connues sous le nom de Sturmgriff, destinées à acquérir de l'expérience pour les équipages de chasse, de reconnaissance et de bombardement. Cependant, ces opérations ont également été très utiles aux Anglais, devenant les premiers tests de leur système complexe et innovant de défense aérienne. Depuis qu'il avait pris le commandement de la chasse de la Royal Air Force en 1936, le maréchal de l'air Hugh Dowding avait mis en œuvre un vaste ensemble de mesures pour élever l'arme de chasse britannique au plus haut niveau mondial. En plus d'assurer leur réarmement avec les Hawker Hurricane et Supermarine Spitfire, Dowding avait misé sur une innovation que peu jugeaient précieuse, le radar. Grâce à sa persévérance, en 1938, l'Angleterre a inauguré la Chain Home, le premier réseau de détection électronique avancé d'aéronefs au monde. Elle a été étendue à tout le sud et sud-est du pays en 1939.
Le système était composé de radars à haute et basse altitude, capables de détecter les aéronefs ennemis alors qu'ils décollaient encore de leur base en France. Cependant, les premières tentatives de transformer la détection électronique des aéronefs en informations utiles pour le commandement de la chasse se sont révélées peu fructueuses. De cette manière, Dowding est une fois de plus intervenu, créant un système qui utilisait de nombreux postes d'observation tout au long de la côte et à l'intérieur du pays, reliés par des lignes téléphoniques jusqu'au quartier général de la chasse, à Bentley Priory, où les informations sur les nuages, le nombre, le type et la trajectoire des aéronefs étaient transmises au commandement de groupe. Elles étaient disposées sur une grande carte du pays pour représenter la situation en temps réel. Grâce à cette organisation innovante, plus tard appelée système Dowding, les commandants de groupe pouvaient choisir leurs escadrons et les envoyer directement sur la trajectoire ennemie. Dowding a réparti la défense aérienne britannique en 4 zones, chacune relevant d'un groupe, qui contrôlait les escadrons de chasse et les envoyait en temps pour intercepter. Ainsi, en défendant le sud-ouest de l'Angleterre et le pays de Galles, il y avait le 10e groupe, sous le commandement du maréchal de l'air Sir Christopher Brand. La zone la plus chaude de la bataille, la défense du sud-est de l'Angleterre et de la capitale, Londres, remise au 11e groupe, sous la direction du maréchal Sir Kit Park, qui avait sous son commandement le plus grand nombre d'escadrons de chasse et les précieux Spitfire. Dans la défense aérienne du nord de Londres et des Midlands britanniques, le 12e groupe, sous le maréchal de l'air Sir Trafford Leigh-Mallory, et le 13e groupe, chargé de défendre l'Écosse sous Richard Saul, était présent. Les forces d'attaque de la Luftwaffe avaient été réorganisées peu après la reddition française, et maintenant, 3 grands commandements étaient déployés contre la Grande-Bretagne, avec leur quartier général à Bruxelles, en Belgique. La Luftflotte 2, sous le maréchal Albert Kesselring, s'opposait directement à la zone du groupe 11. De l'autre côté de la Manche, elle devait éliminer l'infrastructure de la Royal Air Force sur la route menant à Londres. À sa gauche était la Luftflotte 3, commandée par Hugo Sperle depuis Paris, chargée d'attaquer l'ouest de l'Angleterre. Et basée à Stavanger, en Norvège, se trouvait la Luftflotte 5, commandée par le général Hans-Jürgen Stumpf, responsable d'attaquer des cibles dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. L'action des 3 commandements aériens allemands serait d'abord dirigée vers l'élimination de la Royal Air Force britannique et de sa base industrielle, en préparation d'une éventuelle invasion amphibie de l'Angleterre. Sous le nom de code Unternehmen Seelöwe, ou Opération Lion de mer, dont les préparatifs furent autorisés par Hitler le 16 juillet. Le renseignement militaire allemand partait de l'hypothèse erronée que la Royal Air Force serait affaiblie et qu'un simple effort concentré de quelques jours contre ses bases suffirait à la mettre hors d'état de nuire. Les affrontements de la Luftwaffe contre les modèles Hawker Hurricane, Fiery Battle et Bristol Blenheim au-dessus de la France n'avaient pas impressionné les pilotes allemands. Et le nombre réduit d'espions allemands en Angleterre n'a pas permis à Berlin de se faire une idée précise de ce que le commandement de chasse gardait derrière ses frontières. Car Dowding avait désobéi à Churchill et gardé la majorité de ses Spitfire sans jamais les envoyer en mission au-dessus du continent. Le 17 juillet, un jour après les ordres de Hitler, Sperle et Kesselring ont lancé une vaste offensive contre la navigation britannique dans la Manche, qui est devenue connue sous le nom de Kanalkampf. L'objectif des Allemands était de prendre la supériorité aérienne sur ce secteur maritime et, en même temps, d'attirer le commandement de chasse dans le combat. Protégés par les Messerschmitt, les Stuka ont commencé à attaquer les convois anglais qui transportaient des ravitaillements par la Manche, infligeant de lourdes pertes en coulant de nombreux navires. Au cours des jours suivants, Dowding a de nouveau retenu ses chasseurs. Déterminés à ne pas tomber dans le piège des Allemands et des escadrons obsolètes, comme ceux qui utilisaient le boulton Paul de Fian, constituaient la majorité du soutien aérien, étant décimé par la Luftwaffe. Toute la force de bombardement allemande a été mise en action et, pendant les derniers jours de juillet, les Allemands avaient pris le contrôle du ciel de la Manche. Au début du mois d'août, Londres s'est vue contrainte d'abandonner les convois par la Manche, transportant ses approvisionnements par voie ferrée à travers le pays.
La progression des combats favorisait la Luftwaffe, mais le nombre élevé de pertes inquiétait de plus en plus ses commandants, qui avaient également compris que le combat au-dessus de la Manche ne détruirait pas la force aérienne britannique. Sur la base d'estimations, qui se révéleraient inexactes, Hermann Göring était convaincu que la Royal Air Force était acculée. Et le 6 août, il décida de lancer l'Adler-en-Griffe, ou attaque de l'Aigle, une offensive concentrée de 4 jours consécutifs contre le commandement de chasse dans le sud de l'Angleterre. Et ils commencèrent alors à viser leurs cibles industrielles et économiques jusqu'à atteindre Londres. Le mauvais temps retarda l'Adlertag, ou jour de l'Aigle, le début de l'offensive, jusqu'au 13 août, lorsque finalement les stations radars commencèrent à être attaquées le long du littoral. Bien que certaines stations aient été mises hors service pendant un certain temps, la destruction des tours s'est révélée être une tâche compliquée. Et sans attaque contre leurs centrales électriques, le système a continué à fonctionner. 2 jours après, le 15 août, pensant que les chasseurs de la Royal Air Force étaient à hanter concentrés au sud, le général Stumpf lança la Luftflotte 5 contre des bases du nord de l'Angleterre, depuis le Danemark et la Norvège. En raison de la longue distance, les Bf-109 n'ont pas pu escorter les bombardiers, qui furent accompagnés par les chasseurs lourds Messerschmitt Bf-110. Détectée à l'avance, la formation eut une très mauvaise surprise en étant accueillie par des essaims de Spitfire et de Hurricane, qui purent agir presque sans discrimination contre les Allemands. Sur les 115 bombardiers et 35 chasseurs lourds envoyés ce jour-là, la Luftwaffe perdit pas moins de 75 appareils, et après un tel choc, la Luftflotte 5 n'opéra plus jamais en grand nombre pendant la bataille. Le 18 août, la Luftwaffe lança un nouvel effort majeur pour attirer la Royal Air Force, envoyant de grands groupes de bombardiers escortés par des chasseurs contre les aérodromes du groupe 11. Cette fois, le commandement de chasse répondit massivement, et les plus grandes batailles aériennes jamais observées jusqu'alors eurent lieu. Ce jour-là, qui est devenu connu sous le nom de The Hardest Day, ou le jour le plus difficile, les deux camps subirent de lourdes pertes, les chasseurs anglais abattant 2 fois plus d'appareils ennemis qu'ils n'en perdirent en vol, mais le grand nombre de leurs chasseurs détruits au sol rééquilibra les estimations. Ce jour-là, après de lourdes pertes, Göring retira le Stuka de la ligne de front pendant la bataille, privant la Luftwaffe de son unique moyen de bombardement de précision. Au même moment, le Bf-110 s'est également révélé inefficace dans son rôle de chasseur lourd, étant redirigé vers d'autres missions dans des scénarios secondaires. Le lendemain, il ordonna aussi de lancer les attaques contre l'industrie d'armement britannique. Pour la première fois, la Luftwaffe bombarderait des cibles au cœur des centres urbains britanniques. Opérant principalement la nuit, lorsqu'ils bénéficiaient d'une plus grande sécurité, les Heinkel, Junkers et Dornier menèrent des attaques contre des usines dans des dizaines de villes, dont Londres, Bristol, Birmingham et Portsmouth. Jusqu'à ce que, avec sa force de chasseurs partiellement renouvelée, le 23 Göring ordonne une nouvelle série d'attaques diurnes contre les bases aériennes. 33 attaques lourdes furent menées au cours des 2 semaines suivantes, dont 24 dirigées contre les principaux aérodromes de la Royal Air Force. Biggin Hill et Hornchurch furent attaqués 4 fois chacun, Debden et Northfield 2 fois, et Croydon, Gravesend, Rochefort, Hawkinge et Maidstone furent durement frappés. 295 chasseurs furent alors détruits et 171 autres gravement endommagés, contre seulement 269 nouveaux Hurricane et Spitfire produits durant la même période. Pour la première fois, les pertes de la Royal Air Force dépassaient sa capacité de remplacement, et ce n'était pas tout. Au mois d'août, le nombre de pilotes anglais tués et blessés dépassa le nombre de nouveaux pilotes formés. Et les estimations de la Royal Air Force prévoyaient une catastrophe possible si ce rythme se maintenait pendant encore 3 semaines, anticipant un effondrement des réserves aéronautiques. La crise militaire mit une forte pression sur le cabinet de Winston Churchill qui, face à la menace d'effondrement et d'invasion, resta symbole de l'optimisme national. Et il a loué les efforts inlassables de ses pilotes de chasse, déclarant « Jamais dans le domaine du conflit humain, tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Aussitôt bis tard.
Les quelques-uns de Churchill, opérant sous les bombes et les décombres de leur base aérienne, allaient maintenant devoir faire leurs preuves contre la formation la plus puissante jamais rassemblée par la Luftwaffe, créée par le commandement allemand pour porter le coup final à la Royal Air Force britannique. À la fin du mois de août 1940, une étrange dichotomie régnait dans les rangs de la Luftwaffe, dont les aviateurs étaient stationnés sur de beaux aérodromes champêtres du département français du Pas-de-Calais, sur les rives de la Manche. Le haut commandement à Berlin avait transféré la quasi-totalité des moyens de chasse de la Luftflotte Drey sous le commandement de Kesselring dans la Luftflotte Zwei, élargissant ainsi au maximum possible la couverture de chasse pour les formations de bombardiers qui, selon le maréchal Hermann Göring, étaient sur le point de porter le coup final à la Royal Air Force britannique. Le ministère allemand de la propagande faisait également jouer de façon insistante à la radio une nouvelle marche patriotique, intitulée « Bomben of England » ou « Bombe sur l'Angleterre », exaltant l'attente victorieuse du moment et donnant à l'Europe l'impression que toute la Grande-Bretagne était désormais en flammes, comme l'avaient été la France et la Pologne l'année précédente. La réalité vécue par les pilotes allemands était cependant bien différente de celle qu'ils entendaient à la radio. La vie stressante des équipages de bombardiers dans leurs avions lents, tombant chaque jour sous les assauts des chasseurs britanniques insistants et déterminés, ainsi que celle des propres chasseurs de la Luftwaffe, obligés de rester collés aux bombardiers et de perdre leur liberté d'action, affectait déjà sérieusement leur morale. Et beaucoup manifestaient un désir incontrôlable de retourner au plus vite vers la Manche, ce qui est devenu connu sous le nom de Kanalkrankheit, ou maladie du canal. Le major Adolphe Galland, commandant du Jagdgeschwader 26 Schlageter et l'un des plus grands et expérimentés chefs de la chasse allemande, a décrit cette période en disant « La défense anglaise profitait du rayon d'action insuffisant de la chasse allemande. Grâce à cette insuffisance, le champ de bataille aérien ne couvrait même pas un dixième de la surface des îles. Dans les 9 dixièmes restants, la Royal Air Force pouvait tranquillement se reconstituer, former ses pilotes et constituer des réserves qu'elle lançait au moment opportun, dans le théâtre d'opérations limité, surtout dans la région de Londres. La situation difficile de la chasse anglaise, surpassée au début des combats par la Luftwaffe, fut ainsi sauvée par une concentration totale qui permit de combler les vides. Cette concentration aurait été impossible si la Luftwaffe avait réussi à atteindre la totalité du territoire britannique. L'étranglement du commandement de la chasse de la Royal Air Force durant la seconde quinzaine d'août commençait à se dissiper, avec les écoles de chasse des îles, de Rhodésie et du Canada qui commençaient à envoyer des pilotes en quantité de plus en plus importante. Mais un autre facteur a également joué un rôle décisif pour garantir la base d'aviateurs du commandement de la chasse. Les volontaires étrangers, dont des pilotes venus du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud et d'autres dominions, des aviateurs de pays européens occupés par le Troisième Reich, comme la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Belgique et la France, venaient maintenant grossir les rangs de la Royal Air Force. Parmi eux, le 303e escadron s'est distingué, une unité polonaise activée en août 1940 qui pilotait le Hawker Hurricane. L'escadron polonais est devenu le plus performant des 66 escadrons de chasse impliqués dans la bataille d'Angleterre, même s'il n'a pas participé aux 2 premiers mois des combats. Leur secret résidait dans les aviateurs polonais chevronnés, des hommes qui avaient suivi un entraînement rigoureux et avaient eu leur baptême du feu lors de la défense aérienne de leur pays, pilotant des avions obsolètes et, malgré cela, infligeant de lourdes pertes à la Luftwaffe. Désormais aux commandes d'un chasseur de première ligne, les Polonais ont rapidement affiché des résultats impressionnants contre les formations d'attaque allemandes. Et parmi ces pilotes, un volontaire tchèque s'est distingué, le sergent Josef Franciszek. Fuyant en Pologne lors de l'occupation allemande de son pays en 1939, Franciszek a rejoint l'armée de l'air polonaise et combattu lors de l'invasion de la Pologne en septembre. Fuyant ensuite vers la France, il s'est de nouveau engagé dans les combats pendant la Blitzkrieg de 1940. Il a pu s'échapper en Angleterre quand la France s'est rendue.
Et pendant le mois de septembre 1940, il a accumulé un total de 17 victoires aériennes confirmées, devenant ainsi le plus grand as de la bataille d'Angleterre, avant de décéder tragiquement dans un accident d'avion le 8 octobre. La pression pour une issue des actions contre l'Angleterre augmentait à Berlin, les pertes élevées d'appareils et d'équipages préoccupant sérieusement Adolf Hitler. Le chef d'état-major de la Luftwaffe, le général Hans Jeschonnek, favorisait l'attaque directe contre Londres dans le but de briser le moral de la population. Mais depuis le début de la campagne, Hitler avait interdit de telles attaques, se réservant le droit d'autoriser le bombardement de cibles civiles. Cependant, dès le début de la campagne de France, en mai de cette année-là, le commandement de bombardement de la Royal Air Force menait des attaques fréquentes contre l'industrie allemande. Et le 25 août, 81 bombardiers anglais ont attaqué des cibles à Berlin, plusieurs appareils manquant leur cible et touchant des zones résidentielles de la capitale. Sous pression 5 jours plus tard, Hitler leva son interdiction et les attaques de la Luftwaffe contre Londres allaient commencer. Au même moment, en Angleterre, une crise politique éclatait au sein des hauts rangs de la Royal Air Force. Le commandant du groupe 12, le maréchal de l'air Sir Trafford Leigh-Mallory, protestait fréquemment contre la disposition des forces de son groupe dans le dispositif défensif de Dowding, qu'il considérait comme un gaspillage de son potentiel de combat. Comme les combats ne s'étendaient qu'au sud-est de l'Angleterre, le groupe 12 n'était chargé que de protéger les aérodromes du groupe 11, qui lui supportait tout le poids de la bataille. Le commandant du groupe 11, le maréchal de l'air Sir Keith Park, pensait que les bombardiers allemands devaient en être interceptés le plus rapidement possible, ce qui entraînait de nombreuses interceptions par de petits groupes de chasseurs. Mais Leigh-Mallory proposait une alternative. Rassembler en vol le plus grand nombre d'escadrons possible en une seule formation, qui attaquerait alors la Luftwaffe en force, selon une tactique qui devint connue sous le nom de Big Wing ou Grande Aile. Park et Leigh-Mallory se sont affrontés politiquement en raison de leurs visions divergentes sur la bataille. Et dans les semaines suivantes, les deux ont pu mettre en pratique leurs modèles opérationnels respectifs. Le matin du 7 septembre, près de 400 bombardiers allemands, escortés par 600 chasseurs, ont décollé de leur base en France en direction de Londres, lors d'une opération connue sous le nom de Vergeltungsangriff, ou attaque de représailles. Détectée et identifiée par le système Dowding, la formation a survolé le sud de l'Angleterre, passant au-dessus des aérodromes endommagés du groupe 11, qui fut rarement surpris de ne pas recevoir les bombes. Les Spitfires et les Hurricanes ont décollé en alerte et sont montés pour intercepter, réussissant à abattre quelques bombardiers avant qu'ils n'atteignent la capitale. Mais la majeure partie de la formation a atteint Londres et a largué ses bombes sur la cible. Les immenses docks de l'estuaire de la Tamise, à l'est de la ville, causant d'importants dégâts à l'infrastructure et entraînant 1600 victimes civiles, entre morts et blessés. La Big Wing de Leigh-Mallory a été utilisée pour la première fois, mais les chasseurs ont mis trop de temps à se mettre en formation, retardant ainsi le contact avec l'ennemi. Le succès de l'attaque a été vanté par la presse allemande et la Royal Air Force, encore ébranlée par la vague d'attaques contre les aéroports, tentait toujours de se remettre. Les jours suivants, cependant, ont apporté un soulagement vital à Dowding, car le mauvais temps a empêché de grandes actions allemandes sur le pays. Ce n'est qu'une semaine plus tard que la météo a annoncé des conditions favorables à une grande attaque. Et le dimanche 15 septembre 1940 serait le jour décisif pour montrer qui contrôlait réellement les cieux du sud de l'Angleterre. À 10h10 ce matin-là, sous le commandement du major Alois Lindmer, des bombardiers allemands ont décollé de France, retrouvé leur escorte de Messerschmitts au-dessus du littoral, puis se sont dirigés vers Londres. En même temps, l'équipe du centre de contrôle du groupe 11 à la base d'Uxbridge fut surprise par la visite impromptue du Premier ministre Winston Churchill, venu inspecter le commandement de Park. Rapidement, Churchill allait devenir témoin du combat aérien le plus décisif de la bataille d'Angleterre, observant les actions directement depuis son centre nerveux.
La Luftwaffe avait été détectée par les radars de Douvres, et Park fit décoller 9 de ses escadrons pour l'interception. Pendant que l'alerte était aussi donnée au groupe 12 à la base de Duxford, qui allait redéployer la Big Wing. Les chasseurs de Park commencèrent à intercepter la formation allemande au-dessus de Canterbury, alors qu'elle était encore en route vers sa cible, mais au début, les Messerschmitt réussirent à les tenir à distance. Ces combats, cependant, ont consommé une grande partie du carburant limité des Bf-109, et bientôt ils devraient n'en faire demi-tour vers la France. En arrivant à Londres et voyant leur escorte commencer à les abandonner, les bombardiers allemands furent accueillis par 56 chasseurs de l'escadre de Duxford, sous le commandement du Wing Commander ou lieutenant-colonel Douglas Bader, qui lança son attaque pendant le largage des bombes. Le combat intense dispersa la formation allemande, plusieurs appareils s'écrasant en flammes. Et, à 13h, les bombardiers sont retournés à leur base. Cependant, à 13h45, alors que les premiers bombardiers éprouvés atterrissaient encore, une seconde formation a décollé et, sous une lourde escorte de chasseurs, est partie attaquer Londres. Avec plusieurs avions perdus et endommagés lors des combats du matin, Park a vu le grand nombre d'appareils signalés et a pris une décision inédite et historique. Il a ordonné le décollage immédiat de tous ses chasseurs, laissant le groupe 11 sans aucune réserve. Lorsque les Allemands sont arrivés à Londres, à 14h40, 185 chasseurs britanniques les attendaient, prêts à engager un immense combat qui impliquerait plus de 600 appareils. Le ciel au-dessus de la capitale était parcouru d'innombrables traînées blanches. Et à 14h45, les bombes ont commencé à tomber, causant d'immenses dégâts aux cibles industrielles et aux zones résidentielles. Un immense désordre s'est emparé de la formation, les bombardiers se dispersant à nouveau parmi les nuages pour chercher protection alors qu'ils entamèrent le retour. De nombreux chasseurs ont été abattus des deux côtés, mais en peu de temps, les Messerschmitt ont dû se retirer. Euphorique, la Royal Air Force a annoncé à la presse qu'elle avait abattu 185 appareils allemands, tandis qu'elle avait perdu environ 40 chasseurs. Cette statistique a fait le tour du monde à la une des journaux, élevant soudainement le moral britannique et leur espoir de résistance. En totale contradiction, les journaux allemands ont affirmé que 79 appareils anglais avaient été abattus par la Luftwaffe, qui avait perdu 43 avions. Cependant, les deux statistiques étaient largement exagérées, et les enquêtes officielles, révélées au public seulement après la guerre, ont montré qu'en réalité, la Royal Air Force avait abattu 61 avions allemands, pour la perte de 29 des siens. Le résultat du coûteux combat du 15, cependant, fut déterminant pour Hitler qui, le 17 septembre, ordonna le report indéfini de l'invasion amphibie de l'Angleterre. Pour réduire ses pertes et profiter de la quasi-inexistence de la défense aérienne nocturne britannique, la Luftwaffe poursuivit la bataille, menant principalement ses attaques de nuit, donnant ainsi le coup d'envoi à une longue série de bombardements sur Londres qui devint connue sous le nom de Blitz. En octobre, les Allemands reçurent le renfort du corps aérien italien, une unité envoyée par Benito Mussolini composée de 75 bombardiers Fiat Breda Roasio, 20 escortés par 95 chasseurs Fiat Caccia Rosatelli, 42 et G-50. La force italienne mena 11 grandes missions de bombardement au cours du dernier trimestre de l'année, avant d'être rappelée en Italie au début de janvier 1941. Parallèlement au déroulement des combats au-dessus de l'Angleterre, la tension entre l'Allemagne et l'Union soviétique augmentait en raison de désaccords concernant leur zone d'influence en Europe de l'Est. L'attention de Hitler se tournait vers l'Est, vers les précieuses ressources naturelles d'Ukraine et du Caucase, et vers la destruction du régime communiste de Moscou, tout en donnant l'ordre de commencer les préparatifs pour sa future invasion de l'Union soviétique. Cependant, il ordonna de maintenir la campagne de bombardement contre la Grande-Bretagne, dans le but de dissimuler ses véritables intentions. La blitz nocturne contre Londres et d'autres villes britanniques se poursuivit jusqu'au 11 mai 1941, causant la mort de plus de 40 000 civils et une destruction généralisée.
La Grande-Bretagne, cependant, avait survécu et, à ce moment-là, elle combattait déjà les Allemands en Méditerranée. Les bombardiers de la Luftwaffe furent alors retirés de la Manche et discrètement transférés vers des bases le long de la frontière soviétique, prêts pour le lancement de la future opération Barbarossa. Depuis lors, le 15 septembre est célébré en Grande-Bretagne comme le jour de la bataille d'Angleterre, une date marquée par des festivités dans tout le pays. Marquant le jour historique où la Royal Air Force britannique a définitivement brisé l'élan d'invasion des forces armées du Troisième Reich. Alors, avez-vous apprécié notre contenu ? Si vous souhaitez que la salle de guerre continue à produire ces vidéos, envisagez de collaborer avec nous. Vous pouvez nous aider en nous envoyant un don via Pix ou alors en participant à notre campagne sur Apoyace où vous aurez accès à notre groupe WhatsApp exclusif et votre nom sera affiché ici dans les vidéos. Le lien se trouve juste ici dans la description. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager aussi avec vos amis. Laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie encore une fois pour votre audience et une grosse accolade de la salle de guerre.